Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons ensemble tester la version ChatGPT 5, la toute dernière version d'OpenAI. Alors, j'ai pris du temps quand même pour faire cette vidéo parce que j'estime qu'il faut avoir du recul, il faut prendre du recul pour vous donner des informations crédibles et surtout que l'on pourra mettre en avant dans un cadre éducatif. Donc, je fais cette vidéo justement à titre d'exemple pour vous expliquer en tant qu'expert dans le domaine de l'IA, en quoi consiste réellement l'upgrade d'un nouveau modèle d'IA, en quoi consiste le test lorsqu'il s'agit de déployer en production une nouvelle intelligence artificielle, un nouveau modèle, et surtout, quelles sont les réserves que l'on pourrait tirer de la démonstration. Donc, j'ai mon écran ici que vous voyez là, qui en a été faite de la part des équipes d'OpenAI avec Sam Altman, le CEO en question. Donc, avant de continuer, likez, partagez massivement cette vidéo, car je pense qu'elle vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe réellement dans les coulisses au sein de ces grandes entreprises tech américaines. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite le sujet de la vidéo. GPT-5. GPT-5 is a major upgrade over GPT-4 and a significant step along our path to AGI. Now, today we're going to show you some incredible demos, we'll talk about some performance metrics, but the important point is this. We think you will love using GPT-5 much more than any previous AI. It is useful, it is smart, it is fast, and it's intuitive. GPT-3 was sort of like talking to a high school student. There were flashes of brilliance, lots of annoyance, but people started to use it and get some value out of it. With GPT-4, maybe it was like talking to a college student. Real intelligence, real utility. But with GPT-5, now it's like talking to an expert, a legitimate piece. Donc là déjà ici, ce qu'il nous dit, c'est que clairement, donc GPT 5, on est passé véritablement de 3, 4 à 5, d'un niveau d'un élève qui était au lycée, plus à l'université, et là, GPT 5 à un niveau PhD. Donc un niveau vraiment expert, doctorant, très évolué et très pointu au niveau de ses connaissances. Alors, je vais juste mettre les parties les plus intéressantes, donc 2 ou 3 minutes à peu près, et après, on passera à la méthodologie de test, en quoi réellement consiste le test que je souhaite vous démontrer. Donc là, effectivement, on a, alors bien sûr, je vous donnerai en dessous de la vidéo le lien pour que vous puissiez aller voilà, regarder la vidéo en entièreté. Donc, passons un tout petit peu au début. Anything, any area you need on demand that can help you with whatever your goals are. And we are very excited that you'll get to try this. But it's not only asking now. GPT-5 can also do stuff for you. It can write an entire computer program from scratch to help you with whatever you'd like. And we think this idea of software on demand is going to be one of the defining characteristics of the GPT-5 era. It can help you plan a party, send invitations, order supplies. It can help you understand your healthcare and make decisions on your journey. It can provide. Bon, là, il est en train de lister les capacités de GPT-5, donc 5. Bon, je pense que niveau 4, on avait déjà à peu près ces mêmes capacités. Mais ce qui m'intéresse, puisque j'ai déjà quand même regardé la vidéo dans son entièreté, je vous recommande d'aller justement, pour ceux qui comprennent l'anglais, de toute façon, il y a des sous-titres au cas où, mais de regarder la vidéo vraiment dans sa globalité. Vous allez mieux comprendre. Par contre, là où j'aimerais vous amener, c'est à quel niveau ils nous ont présenté certains tests. Donc ici, par exemple, on va voir à quel point, à la ligne 4... These are models which pause to think before delivering more intelligent responses. Now, reasoning is at the heart of our AGI program, and it underlies the technology that we use to ship stuff like ChatGPT Agent and Deep Research. GPT-5 aims to bring this breakthrough to everyone. Until now, our users have had to pick between the fast responses of standard GPTs or the slow, more thoughtful responses from our reasoning models. But GPT-5, it eliminates this choice. It aims to think just the perfect amount to give you the perfect answer. Effectivement, ce que vous devrez comprendre ici, c'est que ChatGPT 5, déjà le 4, donc la version 4 avait déjà cet aspect-là. On entre un peu plus dans la partie raisonnement. On creuse beaucoup plus le raisonnement causal. L'idée, c'est de dire que GPT-5 est capable et en mesure de raisonner profondément, quel que soit le problème en question. Et
avec un certain nombre de benchmarks et des tests, on va pouvoir donc s'en assurer que c'est bien effectivement le cas. D'après ce que nous montre ici à l'écran, là, pour le passage du test. Model on the market today. To start, let's talk Donc là, c'est le premier test. benchmarks and how the models stack up. Yeah, thanks, Mark. So, as Mark said, we think GPT-5 is by far our smartest model ever. So, let's start by talking through some evals. Now, evals aren't everything, and they don't tell you everything about a model, but they can highlight its intelligence. Ce qu'on appelle en anglais evals, des évaluations, des métriques d'évaluation. C'est-à-dire que pour s'en assurer qu'un modèle soit très performant, très intelligent, on va utiliser un certain nombre de métriques d'évaluation pour mesurer, par exemple, la capacité de raisonnement, la capacité à écrire du code si on est dans un aspect de programmation, la capacité de créer des outils ou effectivement d'apporter un contexte beaucoup plus enrichissant. Donc, on va comme ça lister un certain nombre de standards de benchmark, d'évaluation de métriques sur lesquels on va appliquer évidemment toute l'architecture du modèle qui a été déployé en production. Donc ici, en l'occurrence, GPT-5. GPT-5 performs exceptionally well on a range of academic evals across subjects. It outperforms both our previous models and other models on the market. So, picking up first on the theme of coding, GPT-5 sets a new high on SWE-bench, which is an academic eval that tracks performance on real software engineering tasks. Le modèle SWE-bench, ici, donc là, vous voyez ici à gauche de l'écran, c'est pour évaluer évidemment tout ce qui est aspect software engineering dans l'ensemble des tâches. Et d'après ce qu'ils nous disent, hein, enfin, alors, pour l'instant, je vais subdiviser cette vidéo en 3 parties. La première partie, évidemment, donc là, j'ai presque terminé. Les 2 prochaines minutes, on passera véritablement aux 2 autres parties. Mais là, effectivement, je vous montre déjà ce qu'eux nous ont montré. Ensuite, on va entrer dans les coulisses de ce qu'ils n'ont pas dit, en fait, ou de ce qu'ils ne disent pas. Et par la suite, maintenant, comment dérouler un vrai cas de test qui pourrait vraiment être réalisé dans la vie quotidienne et ce qui devrait normalement être fait par des experts IA qui ne sont pas forcément donc du côté de OpenAI, parce que quelque part, vous voyez bien qu'il y a un aspect aussi de show à l'américaine, donc un aspect marketing, forcément. Now, this again is an eval, but we think it will reflect the model's performance in the real world. GPT-5 also performs very well on Aider Polyglot, which measures its ability to implement complex functionality in a variety of different programming languages. Now, beyond coding, GPT-5 performs exceptionally well at multimodal reasoning, setting a new high on MMMU, actually outperforming both our previous models and most human experts on this task. Une fois de plus, GPT-5 va au-delà du benchmark MMMU. C'est le benchmark en anglais, c'est multimodal understanding. Donc, le modèle est capable d'effectuer du raisonnement dans un ensemble de tâches, d'activités variées, que ce soit de la création d'images, de textes, de vidéos et tout le reste, et dans diverses disciplines. Donc là, effectivement, ici, de ce qu'eux disent, côté OpenAI, c'est que GPT-5 est capable d'aller au-delà, effectivement, de ces diverses activités et disciplines également. Task. This is basically a visual reasoning domain where you are asked to, from an image, figure out what's going on. GPT-5 is also excellent at mathematical reasoning, as shown by its performance on AMY 2025. Now, this is an exam that American high school students take to qualify for the International Mathematical Olympiad, and GPT-5 performs exceptionally well, again, beating our previous models and other models that are out there. Now, moving beyond academic evals and more towards some real-world use cases. Là, ici, sur cet écran, c'est la partie des hallucinations. C'est-à-dire qu'on ne démontre pas là, ils affirment ici, en tout cas, que GPT-5 a réduit, par exemple, si vous regardez bien, et là, à l'écran, vous avez GPT-4, donc les anciens modèles, voilà, GPT-3. Et là, ici, vous avez GPT-5. Au fur et à mesure, vous voyez que, en fonction, effectivement, donc là, si vous regardez bien les légendes,
vous voyez bien que GPT-5, en termes d'hallucination, du fait que le modèle est capable d'être plus factuel par rapport aux anciens modèles, ici GPT-5 a quand même réduit son taux d'hallucination, d'après les chiffres qu'il nous montre. Voilà, je précise. We put a lot of work into making GPT-5 the most reliable and accurate model in the world. Language models historically have been plagued by hallucinations. Vous voyez bien qu'un exemple très bien factuel ici, hein, donc le taux d'hallucination sur des prompts, par exemple en open source, vous avez donc là GPT-5 un taux d'hallucination à 0,7 et contrairement à la version 3 on est à 4,5. Il y a quand même une baisse significative. En tout cas, d'après les chiffres ici, c'est quand même très significatif. Factual errors that make it hard to rely on their outputs for actually important tasks. For GPT-5, we made improving factuality, especially on open-ended or complex questions, a priority. We also built a set of new evals to track this, and we're very happy to report that GPT-5 is by far our most reliable, most factual model ever. GPT-5 also performs exceptionally well on health-related questions. Now, health is a big part of how people get value from ChatGPT. Donc là, ici, on prend un domaine qui est vraiment très sensible, le domaine de la santé, et on se met dans des conditions dans lesquelles on pourrait se dire, si demain, vous êtes une entreprise ou une société ou un entrepreneur qui souhaite mettre sur pied une application dans le domaine de la santé qui va recommander par exemple des produits de santé, des médicaments à vos utilisateurs, à vos clients, vous devrez forcément donc avoir un système qui soit fiable en termes de réponse, parce qu'évidemment, là, c'est des domaines qui touchent critiquement à la vie des gens en soi. Et donc, de ce qu'il dit ici, la version 5 est capable d'aller comprendre, raisonner ces aspects de santé, ces difficultés à comprendre, à estimer réellement la demande, la requête de l'utilisateur pour après, évidemment, apporter une réponse plus factuelle. In the real world. We'll talk about this later on in the live stream. But again, we're very happy to report that GPT-5 is by far our most reliable model for health yet. So all of this together adds up to a model that is faster, more reliable, and more accurate for everyone who uses ChatGPT. So now Rennie will talk to you about how to actually use GPT-5. Thanks, Max. Donc, comment utiliser the best part is that we're bringing this frontier intelligence to all users. GPT-5 is rolling out today for free plus pro and team users. Je vais un peu avancer parce que c'est pas cette partie ici qui m'intéresse le plus. Je vais vous montrer surtout la partie de test où effectivement, justement là, juste ici, ouais. I need some help with that too. It's now presented by Tina, by Elaine, and Jan. Thank you so much. Donc là, on va tester GPT-5 à travers un certain nombre de cas. Show us how smart the model is. Sure, thanks so much, Mark. I'm Elaine. Reasoning ChatGPT's ability to think deeply through complex problems is now built into GPT-5. It will automatically think whenever needed, delivering a more comprehensive, accurate, and detailed answer to you. Just as Sam said, it's like having a team of PhDs in your pocket. Donc, une fois de plus, un fait que bien préciser sur le fait que GPT-5 est très évolué et très précis et à le niveau d'un expert doctorant, PhD. Et donc, on va vous montrer comment effectivement cela se démontre à travers un cas de test qu'elle va prendre. Et bien sûr, il y aura une astuce à retenir dans cette mini-vidéo que je vais bientôt arrêter et passer à la prochaine étape. Ce sera de préciser un mot-clé spécial, notamment sur GPT-5, si vous voulez que GPT-5 soit en mesure d'aller chercher un raisonnement plus profond de votre demande. Je vous dirai bien sûr de quoi il s'agit dans la vidéo. Let's see that in action. Suppose your kid is in middle school physics and they want to learn about Bernoulli effect. They need your help with their homework, and you might be like, wait, I might need some help with that too. So you could ask GPT-5, give me a quick refresher on the Bernoulli effect and why airplanes are the shape they are.
Since this is a pretty straightforward prompt, GPT-5 actually doesn't need extra time to think about it and it answers right away. But it still gives me a high-quality answer and explains the... Donc là, le test, vous avez vu là, donc la question, le prompt qui a été posé, c'est un élève, c'est un cas, hein, bien sûr, qui pose la question à GPT-5 de lui expliquer la loi de Bernoulli et la forme, en fait, effectivement, des avions. Donc là, c'est le prompt qui a été entré dans la console de GPT-5. Clearly. So here it says, like, Bernoulli effect means like faster moving fluid has lower pressure and slowing moving fluid has higher pressure. So to make this even more helpful, I'm going to ask GPT-5 to create a moving demo to illustrate this. So I could ask, explain this in detail and create a moving SVG in the Canvas tool to show me. This is a pretty complex task because now GPT-5 actually needs to build the visual. Therefore, GPT-5 takes a moment. Donc là, elle a poussé le test un peu plus loin en demandant à GPT-5 de créer une forme d'animation qui pourrait mieux expliquer, visualiser ce concept-là. Et ce qu'elle est en train de dire, c'est que c'est une tâche un peu plus complexe parce que derrière, il faudrait que ChatGPT-5 soit en mesure de créer l'aspect, donc le vecteur graphique, donc l'extension SVG, effectivement, pour réaliser ce raisonnement. Et c'est ce qui est en train de se passer là actuellement sur l'écran. Through the answer, so you can come back with something more comprehensive and accurate. What's really nice is that you don't need to remember to turn on thinking each time. GPT-5 will do it for you automatically whenever the test benefits from deeper reasoning. If you really want to make sure that GPT-5 uses thinking, you can either say something like, think hard about this in... Voici le mot magique, entre guillemets, sur cette nouvelle version de ChatGPT-5. Ce sont des mots-clés comme ça qui vous permettent d'aller beaucoup plus profond dans votre demande. Think hard. En français, on dirait littéralement pense profondément ou pense de manière approfondie. D'accord? Donc, chaque fois que vous utilisez ChatGPT-5, je précise bien, cette nouvelle dernière version, alors, il y a la version 5 et puis il y a la version 5 Thinking. Si vous utilisez la version 5 tout simple et que vous souhaitiez que votre prompt soit plus approfondi, il faudrait mettre le mot-clé Think Hard. En anglais, c'est beaucoup mieux parce que, bien sûr que c'est entraîné sur des échantillons de données en anglais, mais en français également, vous pourrez l'utiliser dans une forme traduite du style pense profondément ou approfondis ton raisonnement. Mais par contre, si vous utilisez donc directement la version ChatGPT 5 Thinking, bon, là, vous n'avez pas besoin de rajouter ce mot-là, puisque c'est déjà dans une version plus élaborée, en version pensée complexe. Bon, je vous invite à aller regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vais maintenant passer cette fois-ci à ce qu'eux, ils ne disent pas. Évidemment, depuis ChatGPT, donc là, ici, j'espère que vous voyez mon écran. Depuis la version ChatGPT 3, il y a une notion essentielle qui est clé, qui est capitale. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur la capacité d'un outil d'intelligence artificielle, d'une IA, à comprendre ce que vous dites, à comprendre le langage humain, à comprendre la complexité du langage humain et des problèmes que nous avons en société. C'est la notion des vecteurs d'embedding. La notion des vecteurs, je ne vais pas revenir ici, donc je vais juste quand même la souligner, je vais dire, la détailler de manière approfondie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un vecteur, évidemment, c'est une collection numérique de chiffres, mais ces chiffres-là, en fait, capitaux sont essentiels parce que ce sont des chiffres qui sont obtenus par entraînement intensif du modèle. Donc derrière, avant de proposer la version ChatGPT 5, il y a eu un entraînement, il y a eu une inspection de la version 4 et de la faire évoluer vers un entraînement beaucoup plus poussé sur d'autres aspects encore de données, etc. Pour s'en assurer, premièrement, qu'il n'y a pas de régression, donc on ne soit pas en dessous de la version 4,
et que, deuxièmement, qu'on soit au-dessus de ce qui est proposé à l'heure actuelle. C'est comme ça, donc, on s'est su qu'on va être capable de déployer un modèle beaucoup plus puissant que la version 4 qui faisait office actuellement, jusqu'ici. Donc, derrière ça, vous avez quoi? La notion de vecteur d'embedding. Alors, par exemple, depuis, si vous voyez ici mon écran, je vous montre que depuis la version 3, donc, qui proposait 3072 pour ce modèle vecteur d'embedding, donc 3072 composantes. C'est-à-dire que le vecteur d'embedding pour ce modèle était capable de comprendre des nuances sémantiques assez variées à tel point qu'on en avait 3072 composantes. Pour vous expliquer, alors depuis la version 3.5, 4 et 5, les dimensions d'embedding n'ont plus été révélées par OpenAI. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. C'est ce qui fonde réellement la capacité pour le modèle à aller à un niveau beaucoup plus supérieur. Alors, il n'y a pas que cette notion derrière. Bien sûr, il y a aussi d'autres notions et sur les bases d'optimisation de l'algorithme, de recherche vectorielle, de l'optimisation également aussi du matériel électronique, d'accord, et des microprocesseurs. Mais là, ici, je vous donne des notions d'ingénierie informatique et mathématique derrière, sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir s'en assurer que le modèle va être beaucoup plus puissant que ce qui était proposé jusqu'ici. Donc là où vous aviez auparavant, dans les toutes premières versions de GPT-3 DaVinci, 12 288 composantes, là c'était assez énorme parce qu'il n'y avait pas encore d'optimisation. Mais les toutes dernières versions de modèles, on était à 3072 vecteurs de composantes. Depuis cette version-là, ce modèle-là, donc 4 et 5, OpenAI n'a pu dévoiler la taille de ces dimensions des vecteurs d'embedding. Pour vous démontrer encore à quel point cette notion de vecteur d'embedding est puissante, j'ai réalisé ici une petite mini-application, toujours en me servant de ChatGPT 5, pour vous démontrer à quel point c'est important, c'est capital à comprendre. Donc là, alors concrètement, c'est quoi? Imaginez, vous avez un modèle à la base qui est capable de comprendre 2 ou 3 aspects sémantiques ou disciplines, voilà, 2 ou 3 disciplines. Pour que le modèle suivant, donc le modèle au-dessus, soit en mesure de comprendre d'autres disciplines, il va falloir que vous augmentiez, par exemple, la taille, donc la dimension d'embedding des vecteurs. Pour, effectivement, c'est comme un humain qui engrange de la connaissance et qui donc étend sa compréhension dans plusieurs divers modèles. Voilà. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc là, par exemple, ici, vous avez des concepts. Des concepts ici, là, en vert, vous avez chien, saumon, donc poisson, chat. Ici, peur, donc les émotions, en orange, rouge, orange à peu près, tristesse, etc. Vous voyez bien que, donc là, ici, j'ai un modèle d'exemple, c'est un exemple. Si on partait du principe qu'on avait une IA qui avait une taille de dimension 32, d'accord, donc vecteur, composante 32, ok, jusqu'ici, je pense que c'est bon. Si j'augmente la taille de la dimension, regardez bien ce qui va se passer. Donc, vous avez vu qu'il y a eu un mouvement dans l'espace. Donc ici, c'est un espace vectoriel traduit, ramené sur le plan latéral, voilà, en dimension 2. Vous avez vu qu'il y a un mouvement d'espace qui s'est effectué entre les concepts. Donc, les mêmes concepts qu'on avait tout à l'heure là, ici, cette fois-ci, en dimension 128, en augmentant la taille du vecteur d'embedding, on a eu un modèle beaucoup plus élaboré. Pourquoi? Parce que non simplement les points ont été projetés beaucoup plus loin, et si vous regardez bien au niveau des espaces, vous allez voir une précision concernant les concepts. Je vais augmenter, puisque vous avez, voilà, hop, 128, 512, 2. Voilà, donc là, donc je reviens initialement. Donc initialement, par exemple, à la base, si vous avez un modèle très banal qui ne comprend rien du tout, donc on va dire, on est ici. Vous voyez bien qu'ici, tout ce que vous voyez là comme point,
Donc, en légende, les animaux, les villes, émotions, métiers, objets, verbes, finances, nature, concepts, polysémie et divers, etc. Ces concepts-là, lorsqu'on a un modèle de dimension 2, je précise, donc dans l'apprentissage, dans la méthodologie, lorsque vous avez un modèle très peu élaboré, vous avez une IA ici qui n'est pas capable de distinguer clairement ces concepts-là. Pourquoi? Parce que la dimension est très faible. Donc la taille du vecteur d'embedding pour comprendre ces diverses notions, ne permet pas évidemment au modèle d'aller bien distinguer ce qui fait la différence entre, par exemple, les verbes, la finance, la nature, les concepts, la polysémie. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente donc la taille du modèle en l'occurrence. Hop, on passe dimension 8. Dimension 8, qu'est-ce qui se passe? On obtient effectivement déjà quelque chose de plus clair. C'est-à-dire que les concepts commencent à être bien distingués. Parce que là, on a des projections beaucoup plus éparpillées dans l'espace. Mais ça ne suffit pas, parce que si vous regardez bien, il y a encore des points ici qui sont très collés entre eux. Si vous prenez ce point ici, marcher et chanter, c'est très collé. Ce qui veut dire que si un utilisateur pose une question sur l'IA, c'est une question qui pourrait faire référence à marcher comme solution qu'on voudrait, comme réponse en sortie, le modèle pourrait venir confondre ce point-là avec chanter. Parce que en dimension 8, le modèle n'a pas été capable de bien séparer chanter de marcher. C'est ça l'importance d'avoir un vecteur d'embedding puissant. Et plus on augmente comme ça, donc dimension 8, je passe dimension 32, vous voyez bien que on a quand même toujours de plus en plus le modèle beaucoup plus élaboré, donc les points beaucoup plus étendus dans l'espace. Et toujours là, ici, vous avez toujours, bon là, chanter, marcher se trouve toujours dans ça, mais toujours est-il que de plus en plus, vous avez une séparation claire et nette des concepts. Et donc j'avance, 128, bon, voilà, je me retrouve avec un modèle comme ceci, 512, pour avoir un modèle plus élaboré. Ça, c'est donc la raison pour laquelle on utilise les modèles d'embedding puissants. Pour terminer avec cette notion, parce que je pense qu'elle est assez très révélatrice et très profonde, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, on va prendre un modèle qui, au départ, n'est pas très compréhensif, d'accord, qui ne comprend pas évidemment les concepts à la base. Vous allez prendre dans certaines phrases des mots qui pourraient signifier, on va dire, des concepts très, très différents, mais dont le modèle ne serait pas en mesure de comprendre exactement la bonne séparation, de quoi il s'agit. C'est comme la banque. La banque en tant qu'institution financière, mais banque ici, sous forme, alors plutôt référence de bêche, d'accord? Ça, par exemple, si vous avez un contexte, par exemple, très faible et un jeu de données très faible, vous avez une séparation ici, comme ceci. Maintenant, on va rajouter un peu plus de contexte. Plus on rajoute de contexte, plus il y a une grande séparation entre les deux concepts, ce qui est très bien parce que ça voudrait dire que plus vous allez donner de contexte à l'IA, plus l'IA va être capable de bien distinguer que vous êtes en train de parler dans votre phrase de banque comme institution financière et non de banque plutôt comme une belge. Et également, rajouter également plus de jeux de données, donc plus d'exemples. Vous voyez bien? Voilà ce qui fait réellement que, par exemple, pour passer de ChatGPT 4 à ChatGPT 5, on va fournir à la version 4 plus de jeux d'exemples, plus de données, plus de tests de données, ce qui va de soi, et également augmenter les contextes dans lesquels GPT-5 pourrait avoir recours pour s'exprimer. C'est ce qui s'appelle par exemple ici donc la fonction désambiguisation, par exemple, ok, pour certains mots. Bon, alors, voilà clairement la notion de vecteur d'embedding. Maintenant, passons au test de ce que moi j'ai réalisé. Et évidemment, j'espère que si vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo, vous avez mieux compris l'essentiel déjà de, premièrement, ce que OpenAI ne dit pas. Deuxièmement,
en quoi consiste réellement le déploiement d'une IA, qu'est-ce que l'on améliore, qu'est-ce que l'on upgrade, en l'occurrence là, entre autres, sur la partie software engineering, c'est la taille du vecteur d'embedding. Et bon, derrière, il y a d'autres champs sur lesquels on va s'appliquer, d'accord? Mais ça, c'est très essentiel, ça. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai pris un cas de test très poussé, premièrement, pour tester ChatGPT 5. Mais avec quoi? Avec une autre version, alors un autre modèle d'IA, côté Anthropic, Claude. D'accord? Je vais ici vous montrer. Avec Claude, donc ici, j'ai créé mon propre cas de test, d'accord? Que vous voyez là en image. C'est mon propre cas de test. Ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai demandé à Claude de me créer, donc mon prompt ici, c'est de me créer un fichier PDF qui contient diverses situations où je pourrais tester réellement GPT-5, tel que présenté dans la vidéo, de ce qu'ils ont dit. La programmation avancée, d'accord? L'aspect du raisonnement systémique. Le test 3, l'analyse financière quantitative. Bon, je vous passe certains détails qui ne sont pas jusqu'ici très importants. Alors, j'avais une version plus élaborée. Donc voilà le test. Donc, alors, ça, je suis un peu allé trop loin. Je vais reprendre un test très, très simple parce que j'avais créé plusieurs tests. Voilà, d'accord. Voici le premier test que j'avais créé. Ce que je vous ai montré précédemment, c'était le test beaucoup plus avancé. Donc, le premier test que j'ai demandé à Claude, c'est de me créer un dataset d'évaluation. Donc, déjà, le dataset, qu'est-ce qu'il contient comme données, en quoi il consiste, quelles sont les métriques que je mets à l'intérieur pour m'assurer que le test va être réussi ou échoué et donc vous présenter les résultats. Donc là, les domaines testés, on va tester la capacité de ChatGPT 5 à coder, code et programmation, à raisonner, d'accord, à comprendre de manière analytique, à communiquer. Les métriques, donc j'utilise un autre LLM, donc LLM as judge, d'accord, pour m'assurer que mon test, c'est une forme d'évaluation qualitative. Hein. Il y en a d'autres, mais en l'occurrence, utiliser ce cas de test, c'est une astuce là. Là, concrètement, c'est quelque chose que vous pourrez avoir dans des formations à la con que certaines personnes essaient de vous vendre. LLM as judge, c'est quand vous essayez de tester un LLM par un LLM également. Ça peut être le même LLM en l'occurrence, mais vaudrait mieux prendre un autre LLM si d'autant plus au quotidien vous utilisez ce LLM d'habitude. Donc moi, dans certaines tâches, j'utilise plutôt Claude. Donc je me réfère donc à Claude comme référent, comme juge pour me produire des cas de tests que je vais implémenter, uploader côté 5, ChatGPT 5 pour effectuer mon test. Les critères de passage, donc si pour chacun des domaines ici est listé, testé, si on est au-dessus de 0,7, je considère que mon test est passant, en dessous et non passant, tout simplement. Donc voici, je vous montre de manière brève ce qu'il y a dans ce fichier de test, okay, de dataset, le voici. C'est donc si on veut tester la partie code et programmation, je demande à Claude de me générer une fonction Python, tout à fait, Python échantillon, créer une fonction Python. Alors je crois que j'avais mis quelque chose Google Colab, non. Annulé. Bon, attends. Je vous montre la fonction ici sur Google Colab, comme ça, ce sera plus... Alors, et où cette fonction? Comme ça, vous puissiez voir. Voilà. Donc ici, en input, je vais dans mon test, pour le premier cas, je vais demander à ChatGPT 5 de me créer une fonction Python qui analyse un fichier CSV de vente et retourne le top 3 des produits les plus vendus avec le chiffre d'affaires. Le fichier CSV a les colonnes produits, quantité et prix unitaire. Voilà ce que ChatGPT 5 devra faire.
et de golden answer, enfin la réponse idéale que ChatGPT devrait me donner, évidemment, c'est celle-ci, ok? De me créer ce fichier-là en important la bibliothèque Panda et tout le reste. Bon, c'est des bibliothèques utilisées côté Python en programmation. D'accord, donc voilà en quoi consiste mon... Il est où mon fichier test? Voilà, ici. Pareil, côté JavaScript, je demande également de me corriger ce code JavaScript. Des tests comme ça, en raisonnement logique, pareil, je vais demander à ChatGPT 5 de m'examiner un problème de logique business. Donc, une startup tech a 3 options de financement, A, B, C. Voilà. Et après, je donne la réponse idéale que ChatGPT devrait me donner. Le test consistera évidemment de s'en rapprocher par rapport à cette réponse idéale. Si on est au-dessus, évidemment, de 0,7, ça voudrait dire que le test est passant. Et en dessous, comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Bon, bref, vous voyez, pareil, donc j'ai fait la même chose sur d'autres domaines de compréhension analytique, analyser ces données de campagnes publicitaires, synthèse de rapports financiers, communication professionnelle, voilà, des diverses notions comme ça, ou aspects, voilà, sont donnés à ChatGPT 5 pour tester. Mais là, ici, j'ai demandé à Claude de me rédiger un script d'évaluation, donc pour une fonction qui va dérouler le test en particulier. J'ai téléchargé ce test, ok, je l'ai déjà fait, ok, je l'ai téléchargé, je suis parti côté ChatGPT 5, ici. Bon, je vous montre, hein, voilà. Donc ici, j'ai, voilà, ok. Voici le test ici en question, en l'occurrence. Je vous montre le fichier qui a été uploadé depuis mon PC, mais créé à partir de Claude, d'accord. Voici le fichier en question pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rédigé un prompt à mes servants de Claude de dire quoi? De dire à ChatGPT 5, tu viens de recevoir un dataset d'évaluation complet. Ton objectif est instruction principale, analyse du dataset, donc de ce fichier en pièce jointe. Lis attentivement le fichier PDF uploadé, identifie les 8 cas de tests répartis en 4 domaines, les 4 domaines que je vous ai montrés ici, ok? Code et programmation, raisonnement logique, compréhension analytique et communication. Là, donc, exécution des tests pour chaque cas de test, c'est très important ça. Réponds selon tes meilleures capacités. Donc, je teste la version, vous voyez bien, je suis à ChatGPT 5. Réponds selon tes meilleures capacités. Respecte le format de réponse structurée demandé, résumé exécutif, développement, conclusion. Utilise des marqueurs visuels pour la lisibilité, soigne particulièrement la qualité que tu as évaluée. Ça, c'est ce que moi j'ai demandé à Claude de préciser côté ChatGPT 5. Vous voyez, j'insiste là-dessus, c'est pour vous montrer à quelle profondeur vous devriez être plus précis si vous voulez pousser le test plus loin. Donc, l'auto-évaluation. Pour chaque réponse fournie, compare objectivement avec la golden answer, donc la réponse idéale. Voilà, si tout se passe bien, tu devrais me donner cette réponse-là. Donc, c'est la réponse de référence du dataset. Évalue-toi selon les critères pondérés spécifiés. J'en ai spécifié des critères. Si vous vous rappelez bien, ici, vous avez donc des critères à chaque fois. Donc, par exemple, pour générer du code, vous avez des critères. Si la syntaxe est correcte, voilà, au-dessus de 0,3, supérieur ou égal, d'accord, je considère que la syntaxe est correcte. Ainsi de suite, logique complète, etc. Pareil, là, en analyse quantitative, et voilà les critères. Je reviens ici. Effectivement, donc, oui, interface de résultats. Donc, pour vous faciliter la visualisation des résultats, j'ai poussé
le prompt en demandant à ChatGPT 5 de me créer une interface. Donc, une fois que tu auras fait ton test, etc., crée-moi une interface de résultats qui sera facile et lisible pour visualiser l'ensemble du test. J'ai tout incorporé, j'ai cliqué, hop. Alors, par contre, il a été très lent, donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité quand même le faire à l'avance. Vous voyez bien qu'ici, en termes de réflexion, il m'a pris 2 minutes 42 secondes. Donc, il a mouliné derrière pendant 2 minutes 42 secondes. C'est ce qui est actuellement un petit bémol, enfin, en fonction des situations, que bon nombre d'experts dans le monde entier reprochent à OpenAI. Depuis qu'on est passé de 4 à 5, le temps de réflexion ici est beaucoup plus long. Alors, OpenAI a fait savoir qu'ils sont en train de travailler là-dessus pour raccourcir ce temps de réflexion, parce que derrière, c'est des problèmes d'indexation, d'optimisation, de vectorisation et évidemment de requêtes dans les bases de données géantes et tout le reste. Vous voyez bien, voici alors ce que vous allez voir dans la vidéo de présentation d'OpenAI. Maintenant, vous pouvez avoir toute la méthodologie, le raisonnement par lequel il est passé, ChatGPT 5, pour pouvoir analyser votre requête. Donc ici, vous cliquez juste là, à la fin du traitement, hop. Donc vous avez une lecture des documents, donc de ce qu'il a fait. Je vais d'abord analyser le fichier PDF téléchargé en identifiant les 8 cas de test et le critère par domaine. Ensuite, je vais blablabla, ok, voilà. Donc là, il me donne clairement, step by step, donc étape par étape, comment il a compris ma requête et comment il va la traiter. Bon, voilà, je vais réduire ça. Hop, ici, il a exécuté les 8 cas de test. OK. Pour chaque cas de test, il me dit, par exemple, cas numéro 1, génération de code Python, donc, qui était le premier test ici. Si vous vous souvenez très bien, c'était créer une fonction Python qui analyse le fichier CSV. OK. Alors là, je reviens. Donc ici, il me dit génération de code Python. Donc, je propose une fonction. Donc là, il est en train de me dire qu'il va créer cette fonction qui s'appelle analyser top vente. Et voici la fonction, en l'occurrence, qu'il a créée ici. OK. Donc, pour cette fonction-là, évidemment, donc, je vois bien qu'il a pris en argument le fichier et les colonnes du fichier en question. Bon, bref. Tout ceci mis incorporé, on a quoi? On a l'interface ici qui a été créée pour vous présenter les résultats. Et moi, j'ai pris les résultats ici que je vais vous montrer à travers... Alors, voilà, ici. Vous avez l'évaluation. Donc là, voici les résultats en l'occurrence. De ce que j'observe ici, c'est qu'il a réussi tous les tests. Donc, assistant personnel intelligent, 8 cas de tests. Tous les tests ont été avec un seuil au-dessus de 0,7. Donc, tout a été passé positivement. Comme vous pouvez voir, ici, par exemple, le fichier Python, donc, qui était sur la partie programmation. Le test a été réussi à 90,5%. Et je peux dérouler ici et voir à quel point il a réussi le test. Au niveau de la syntaxe, il me dit qu'il a atteint un score de 95%. Donc, il est au-dessus, évidemment, avec le poids qui était à 0,3. Là, comme ça, par exemple, le cas numéro 2, le fichier JavaScript, le test reçu à 88,5%. Pareil, là, hop, je peux voir les scores en question. Alors, là, c'est ce que moi, donc pareil, hein, de ce que j'observe, c'est qu'il a reçu tout le test. Là où, par contre, son test a été le plus bas possible, c'était la partie campagne marketing, puisqu'ici, on était quasi... il a failli échouer ce test ici, puisqu'ici, on est à 0,75%. Parce que mon seuil, souvenez-vous bien, j'étais à 0,7. Bon. Est-ce que... Bon, là, déjà, pour ce que j'ai envoyé à ChatGPT 5, c'était assez poussé. Mais je soupçonne que, comme toujours, avec les hallucinations et des biais, forcément, peut-être qu'il m'a créé une fonction. Il a triché en quelque part sur certaines parties. Pourquoi? Parce que je soupçonne que le fait d'avoir créé une fonction ici, très simple, ce soit une astuce pour lui de valider mon test plus rapidement.
Donc, pour m'en assurer et peut-être pour voir si il est vraiment très évolué comme d'après la présentation qui nous a été faite de côté OpenAI, je suis allé sur Claude. Je vais demander à Claude de me créer à nouveau, cette fois-ci, un test beaucoup plus avancé, ok, que je vous présente ici. D'accord? Donc, un test avancé, niveau doctorant expert. Donc, ce test va pousser le test précédent que je vous ai montré pour s'en assurer que OpenAI, donc cette version ChatGPT 5, est beaucoup plus évoluée. Toujours en utilisant le même prompt. Bien sûr, il faut rester sur le même prompt, mais simplement en faisant évoluer le test. J'ai fait évoluer le test au niveau du score d'exigence, de seuil. Avant, j'étais à 0,7 comme seuil. Maintenant, on va passer à 0,85 comme seuil. Donc, on va être beaucoup plus exigeant. Et les fonctions, pareil, vont être beaucoup plus complexes. Les tests vont être beaucoup plus évalués. Donc, au niveau de la programmation, là, maintenant, cette fois-ci, on est dans une programmation avancée. OK. Je vais peut-être prendre une fonction ici pour vous la montrer en quoi elle consiste. À chaque fois, Google Colab, voilà. Alors, donc ici, je vais demander à ChatGPT 5 implémenter un algorithme de détection d'anomalies en temps réel sur un flux de données financières. Voilà, ça commence déjà à être un peu plus avancé. L'algorithme doit traiter 10 millions de points par seconde, détecter les patterns. Alors ici, de point 2, voilà. Détecter les patterns anormaux en dessous de 0,1%, donc des faux positifs, s'adapter au changement de volatilité du marché. Voilà. Je pense qu'un test comme ça, je ne l'ai pas encore déroulé, hein, on va le faire là en direct. Je pense que quand même ça s'est poussé et on verra à quel point ChatGPT 5 est capable de résister à ce test en question. Donc l'optimisation de l'algorithmique complexe, ça c'est évidemment des problèmes que la plupart des développeurs connaissent très bien au quotidien. Le raisonnement systémique, d'accord? Par exemple, en termes de raisonnement, on va prendre, alors ici, une fonction, un test très évolué. Donc, une métropole de 3 millions d'habitants veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2035 tout en maintenant sa croissance économique à 3% par an, d'accord, et démographiquement, enfin en termes de démographie, 1,5, les contraintes budgétaires, municipales, illimitées, etc. Voilà. The golden answer. Alors, toujours, à chaque fois, alors le test, c'est quoi? Vous donnez votre input, d'accord, la donnée d'entrée qui doit être représentative du domaine en question. La réponse de référence, donc la réponse comme juge, la réponse idéale que devrait à chaque fois donner le LLM, l'IA en question à l'utilisateur. Et c'est par rapport à cette réponse-là, en fixant des seuils, des contraintes, donc ici, de la modélisation systémique, de la quantification, etc. Et en fixant le seuil, si l'IA est capable de passer outre, donc positivement, ces contraintes-là et le seuil en question, donc ce qui veut dire de se rapprocher de cette réponse comme référence, ça voudrait dire que le test effectivement est réussi. C'est toujours comme ça que l'on teste, voilà, qu'on a un échantillon de données assez représentatif, je précise bien. Alors, pour revenir maintenant à ce qu'on va faire, donc là, alors je ne vais pas tout dérouler parce que je pense que, oui, voilà. Donc le test 2, on a ici le test 1, le test 2, le raisonnement, le test 3. Par contre, le test 3, je vais prendre la toute dernière version qui était plus élaborée. OK, voilà. Le test 3, voilà, c'était l'analyse financière quantitative, développer un modèle de scoring. Alors, par contre, ça, c'est assez très dense. Je vous le montre. Hein. Ça, c'est assez très dense. Alors, hop, vous voyez, ça commence à être chaud, là. Vous voyez cette fonction? Donc, c'est quoi? Développer, puisqu'ils ont dit dans le modèle OpenAI que ChatGPT 5, outre les aspects de raisonnement, de réponse, de calcul,
était capable aussi de créer quasiment des applications. Il y a d'ailleurs eu un exemple d'application qui a été créée avec le fait que, je crois que c'est une application de traduction, d'apprentissage de langue, oui, de l'anglais vers le français et vice-versa, avec un jeu intégré. Où à chaque fois, vous aviez un serpent ou une souris, non, plutôt une souris, effectivement, oui, qui, à chaque fois que la souris attrapait un fromage, il y avait un mot en français qui était projeté sur l'écran de l'application pour que la personne puisse apprendre le français, le vocabulaire en français. Bon, voilà. Donc, c'est ce genre d'application comme ça, puisque ça a été dit, que l'on va essayer de voir si effectivement ChatGPT 5 est capable de créer quasiment un modèle de scoring de crédit. Vous savez, quand vous allez faire un emprunt bancaire ou, je sais pas, développer une application et tout le reste, vous souhaitez par exemple connaître plus d'informations sur le score des clients, vous avez donc des modèles qui sont mis en place pour la banque pour évaluer évidemment le risque. Donc ici, c'est par exemple développer un modèle de scoring et de crédit pour une banque d'investissement qui doit évaluer le risque des défauts d'entreprise, mid-cap, ok, sur horizon 2 ans, avec des contraintes réglementaires, BAL 3, etc. Bon, la fonction quand même, elle est assez dense, ok. Alors, je vais revenir ici sur, voilà, là, avec des indicateurs macroéconomiques sectoriels, corrélation avec cycle économique, indicateurs de stress financier, distance, etc., pour détection anomalie, variable indicatrice pour des patterns manquants. Bon, bref. Vous voyez, cette fonction-là, elle est quand même, voilà, plus poussée. Et on va vérifier que, on va voir ou pas, hein. Je n'ai jamais testé, et on verra ce que ça donne. Donc, pour terminer, on va télécharger ce fichier côté ChatGPT 5, d'accord, ici. Vous voyez ma console, hop, je fais uploader. Alors, le fichier, il est ici, le test avancé, il est là, ok. Le test avancé, je viens de l'uploader. Je vais réutiliser le même prompt que tout à l'heure, puisqu'il faut être cohérent. Alors, il est où mon prompt? Oui, il est où? Alors, il est où ce prompt? Voilà, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Voilà. Donc, ce prompt, ok. Je fais copier-coller, d'accord. Auto-évaluation, assistant personnel, tu viens de recevoir un dataset d'évaluation complète, un objectif, machin, identifié, ok. On va lancer, bon, je m'assure simplement que j'ai tout pris, hein, juste pour, voilà. Donc, l'épreuve mathématique. Donc, cette fois-ci, le test va consister avec comme critère au-dessus de 0,85, enfin, supérieur ou égal à 0,85 et contrairement à tout à l'heure où on était à 0,7. Donc, contrainte d'exigence, seuil beaucoup plus élevé. La complexité exponentielle est plus élevée, d'accord. Les exigences d'innovation véritable, la preuve mathématique, code complet, etc. Bon, on verra si GPT va échouer ou pas. D'après Claude, potentiellement, un cas ou pas sur certains aspects de contraintes de temps difficiles à optimiser, modélisation. Ok, voilà. Bon, on lance maintenant le test. Donc là, il est en train de réfléchir. Il analyse les jeux de données. Clarification des cas de test.
des cas de test avancés. Ça prend du temps, hein, parce qu'évidemment, c'est ce qui est reproché à OpenAI sur le fait que depuis la version 5, voilà, il y a plus de latence ici. Mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, ils sont en train de travailler là-dessus pour améliorer, surtout cette partie de temps de réponse. Surtout que lorsque vous êtes dans des domaines très pointus. Après, c'est un peu normal puisque le cas de test, quand même, je vous ai montré, évidemment, il est assez très poussé. Hein. Donc là, apparemment, il est en train de me créer l'interface que je lui ai demandé HTML pour me présenter le cas de test, comment il a pu le dérouler. Et voici il a réussi, évidemment, donc les tests que je lui ai demandé de faire. Structuration des cas de test et interface HTML. J'attends. Donc, là, je précise, je rajoute que c'est comme ça qu'il faudrait... J'espère que pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, vous allez mieux comprendre comment est-ce qu'en ingénierie informatique, on déploie un modèle, sur quoi on travaille précisément, la notion des vecteurs d'embedding. Ça, c'est ce qui n'est pas dit. Peut-être on comprend très bien derrière une certaine forme de recette, tout comme Coca-Cola préserve sa formule, évidemment. Mais c'est véritablement le cœur de ce qui fonde la précision de ces modèles-là, les vecteurs d'embedding. Donc, avoir des vecteurs d'embedding beaucoup plus riches vous permettent d'avoir des modèles beaucoup plus évolués et évidemment de travailler sur des aspects d'optimisation. Après cela, il y a aussi la manière dont vous effectuez le test. Voilà. Je pense que la petite vidéo de présentation officielle de OpenAI, ça vous montre à peu près ce que ChatGPT 5 est capable de faire. Mais il ne faut pas forcément se fier à cette vidéo-là parce que c'est une vidéo déjà de complaisance, ce qui va de soi. Mais pour faire un vrai test dans les règles de l'art, c'est ce que je suis en train de vous montrer dans cette vidéo. Vous voyez bien que là, c'est un live. Je découvre en même temps que vous, voilà, comment ChatGPT 5 est en train de raisonner sur le cas des tests. Le premier, je vous ai montré. Et là, le second, le test avancé que je suis en train de vous dérouler là. Donc, calcul des taux de création. Voilà. Donc là, il a mis 3 minutes et 26 secondes. Contrairement à tout à l'heure où il avait mis 2 minutes, ce qui était déjà très long, et là encore d'autant plus. Et donc, voilà, je découvre comme vous. Hein. On va voir. Ouais. Bon, là, j'ai des balises ici. Je seuil, oui. Donc là, je rappelle mon seuil. Il n'y fait que me dire, en fait, effectivement, ce que j'avais mis comme données. OK. Score pondéré par critère, évidemment, c'est ce que j'avais spécifié. Des données évaluées. Oui. Alors, programmation de détection, streaming finance, programmation avancée. L'algorithme optimal complexité. Donc, il reprend les poids pour calculer le score final de succès ou d'échec du test. L'optimisation algorithmique, d'accord, à l'allocation sous contrainte, raisonnement en transition, câble, bon, voilà. Bon, il est en train de me créer la page HTML, je vous la montrerai bien sûr dans le OneCompiler tout à l'heure. Ok, on verra ce qu'il va donner pour terminer. C'est très essentiel à maîtriser comme concept. J'ai préféré faire cette vidéo avec quelques jours de décalage par rapport à l'annonce d'OpenAI parce que je voulais vraiment vous montrer en profondeur comment on déroule un cas de test, ce qui est essentiel à vérifier et ce que OpenAI ou d'autres entreprises
du Java ne vont pas vous dire clairement derrière. On va simplement vous montrer des effets d'annonce, mais pas en quoi consistent réellement les vrais tests. Voilà, tout à fait. Là, typiquement, c'est ce genre de cas de tests qu'il faudrait dérouler en entreprise, en contexte d'entreprise. Bien sûr, simplement rajouter plusieurs itérations. Mais l'exemple comme matrice mère, comme base fondamentale, c'est comme ça qu'il faudrait s'y prendre pour pouvoir donc évaluer votre cas de test. Donc là, il continue à me créer la page HTML de présentation des cas de test. Il a déjà terminé les cas de test. Simplement, il est en train de me créer la page de présentation pour que vous puissiez mieux la voir. Tout ça, une fois de plus, c'est ce que je lui ai demandé de faire. S'il est cohérent, il fera le travail jusqu'au bout. Cohérent par rapport à ce qu'ils ont annoncé. Hein. D'accord. Donc, il vient de me dire, alors, réflexion durant 12 secondes pour me créer. OK. Oui, j'ai lu ton jeu doctorant expert, bon, ce qui avait été spécifié dans mon fichier. Donc là, il résume ce qui était dans mon fichier. On va voir, hein, tout simplement. Je n'ai plus qu'à... Alors, il est toujours en train de... Voilà, hop, on va prendre la fonction. On va prendre la fonction ici. Copier. Et on va voir ce que cela nous donne côté le OneCompiler. Alors, on va exécuter ce fichier. Bon, voilà. Run. Ah! Il a échoué le test. Ouais. Voilà. Il a échoué le test. Donc là, clairement, voilà un cas typique qu'il faudrait avoir en tête comme cas canonique, effectivement, pour tester une IA telle que ChatGPT 5. J'ai vraiment poussé, j'ai fait exprès, comme je vous ai dit, évidemment, de voir ses capacités, à quel point il était capable de réfléchir, d'aller dans son analyse. Puisque d'après l'annonce de Sam Altman, si vous regardez la vidéo juste au début de présentation, il nous dit que si ChatGPT 3 était un lycéen, high school, ChatGPT 4 est du niveau collège, à peu près une université de petite taille, etc. Et donc ChatGPT 5 est niveau PhD doctorant. Je me suis amusé à créer ce style de test en question. Avec mon test, ce que j'ai proposé, bon, je vais vous démontrer, hein, évidemment. Donc là, déjà, ici, vous avez donc 4 domaines. Mon seuil d'exigence était de 0,85. OK? Ça, c'était mon seuil d'exigence. Ici, il a atteint un seuil de 0,83. À la limite, on va dire très proche, mais néanmoins, il a échoué. Alors, on va regarder à peu près pourquoi et où est-ce qu'il a échoué, évidemment. C'est ça qui est plus important. Donc, il a échoué où? Donc, sous le seuil global informatif, voilà, c'est par rapport au seuil. Là, ici, il réussit au niveau, donc de manière globale, 4 sur 8, réussite par cas. Le meilleur domaine dans lequel il réussit, donc c'est en finance quantitative. Et là où il faudrait renforcer l'innovation, enfin renforcer le test, c'est au niveau de la recherche et de l'innovation. On regarde évidemment ce qu'il y a dans le test. Alors, d'accord, détail, ok, détail par cas. Le premier cas, programmation, détection d'anomalies streaming. Je confirme. Donc, ce que moi, à partir de ce cas de test que j'ai réalisé, je peux affirmer, si je répète n fois avec plusieurs itérations ce genre de test, que, effectivement, d'après les ingénieurs d'OpenAI, ChatGPT 5 est poussé vraiment en programmation parce que la fonction que moi je lui ai demandé de faire était une fonction quand même assez poussée. Donc, il a reçu globalement à 86,4%. Simplement, il a échoué au niveau de la rigueur mathématique. Parce qu'au niveau de la rigueur mathématique, il n'a pas été capable de calculer le seuil dérivé de distribution robuste. Voilà.
C'est juste là qu'il a échoué. Sinon, le reste, tout ce qui est question algorithme, il a compris. Voilà. Performance, contraintes respectées, l'innovation technique, l'explicabilité, implémentation. OK, ça, il a réussi. Donc, pour le premier cas de la programmation est validée. Voilà. Par contre, la programmation est validée sur la détection d'anomalies, hein, bien sûr, en finance. OK, c'est ce qui était dit ici. Mais le domaine finance quantitative. Maintenant, si on est dans la programmation, dans un aspect optimisation d'algorithmes, c'est là où il a échoué. D'accord. Donc, s'il faut... là, ce que vous devriez vous dire là tout de suite et avoir en tête, c'est que si vous voulez travailler sur un domaine très pointu d'optimisation d'algorithmes très profond, en fonction des seuils, là, j'ai vraiment pris un seuil de 0,85 qui est quand même très bien déjà pour un début. Dans certaines applications, si on est dans le domaine de la santé, il y a des domaines assez pointus, on voudrait que la recommandation soit à plus de 90%. Donc, vous voyez bien que là, ChatGPT 5 a échoué, puisqu'il a atteint globalement, enfin là, à 83,5. Et on va voir pourquoi, hein, c'est toujours essentiel. Ça veut dire quoi? Vous avez le test ici, c'est quoi? C'est les relaxations convexes, heuristique, gluton. Alors, les heuristiques pour trouver des fonctions globales qui minimisent le problème, quel que soit en général le domaine. Et là, globalement, donc, tout ce qui est complexité, algo, analyse, le score, là, il a échoué. Pourquoi? Parce que la complexité est globalement analysée. L'optimisation, alors, donc plutôt dans une espèce de démonstration, il échoue. Pourquoi? Parce que donc il y a des bornes approchées, mais pas de preuve complète. Il n'est pas capable d'aller jusque là. Au niveau des contraintes, pareil, échec. Recommandation, compléter les preuves et quantification et renforcer les démonstrations. Voilà ce qu'il aurait dû faire. Voilà ce que vous, en tant qu'ingénieur, vous devrez apporter à ChatGPT 5 pour qu'il puisse réussir le test avancé. Sinon, les autres, il y a encore un autre test au niveau du raisonnement. Résilience, chaîne d'approvisionnement multi-étages. Il échoue encore ici. Donc, ce qu'on nous dit comme raisonnement de niveau, je précise bien, d'après le CEO Sam Altman, de niveau PhD, il n'a pas été capable. D'accord. Cartographie, nœud critique, simulation Monte Carlo et tout le reste. Ce test, en fait, évidemment, c'était sur la partie de création. Alors, je vais vous montrer ici raisonnement et résilience. On va revoir le test en question ici. J'en avais créé, évidemment, voilà, résilience. Donc ici, raisonnement systémique. Analyse de systèmes complexes multi-échelles. On était sur un aspect de métropole, évidemment, qui voulait réduire sa neutralité. Voilà. Il veut atteindre la neutralité carbone, il voulait réduire son taux de CO2, etc., d'ici 2035, tout en maintenant sa croissance. Voilà. On est typiquement dans ce genre de situation. Donc là, il a échoué. Alors, j'étais où? J'étais ici, d'accord. Là, il échoue le test de raisonnement. Niveau finance, voilà, scoring de crédit, il a été capable de créer évidemment la fonctionnalité sur la finance quantitative. Il excelle quand même très bien ici. Tout ce qui est ici, par exemple, recherche et tout le reste, il n'est pas bon. Voilà. Donc là, on est encore même très en dessous, 77%. Stockage électrostatique, voilà. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez avoir les cas de tests que j'ai pu dérouler là. Bien sûr, je vous les donnerai. J'ai les fichiers, je les ai enregistrés. Je vérifie simplement. Oui, d'accord, ça a été enregistré. Donc, pour ce cas de test avancé, niveau doctorant expert, vous avez eu le verdict là devant vous. On l'a vu ensemble. Je ne l'avais jamais lancé. Donc, je viens de voir comme vous. Je découvre que ChatGPT 5 a échoué ce cas de test. Et j'étais simplement à 0,85. En utilisant quoi? En utilisant la version de Claude Sonnet
Alors, je n'ai même pas pris la dernière version encore plus élaborée de Claude. Bon, c'était déjà quand même assez. Opus 4.1. Pour encore créer un test beaucoup plus difficile. Mais déjà, avec ce test qui est du niveau doctorant, ChatGPT 5 a échoué. Je vais m'arrêter là. Je pense que ça a été très clair. J'ai fait le tour de la question. Likez, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo. Et j'espère que vous avez regardé jusqu'ici. En tout cas, pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, vous avez bénéficié d'un vrai cas de test niveau ingénieur, tel que l'on pratique aujourd'hui dans les grandes startups, chez OpenAI, chez Google et tout le reste. Voilà. Je voulais effectivement prendre du temps, pas être dans une optique de recherche du buzz, parce que j'ai vu des vidéos passer là d'ailleurs pour vous montrer plutôt l'aspect sensationnalisme en fait. Non, là on est vraiment dans un contexte éducatif, profond, sérieux, et comment on déroule un vrai cas de test, qu'il faut demander au modèle, ce qu'il faudrait interroger au niveau du modèle pour voir à quel point il est capable de raisonner. Vous avez eu devant vous une démonstration assez claire et nette pour avoir votre propre idée. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine et restez concentrés. Au revoir.